Ce que je vous propose, c'est de commencer à discuter donc, autour donc, des problématiques de l'énergie, qui est une vaste sujet s'il en est. Donc des problématiques de distribution, des problématiques de gestion, des problématiques de lieux de production, de lieux de stockage. Donc le secteur de l'énergie est très très large. Et donc vous, aujourd'hui, chacun avec vos lunettes d'experts, comment est-ce que vous voyez évoluer en termes de grandes tendances ce secteur de l'énergie? C'est une vaste question, je sais, mais qui Oui, veut? donc vaste question. Alors moi en tout cas, de ce que je vois un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de switcher vers une mixité énergétique qu'on n'avait pas auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, on était sur une source d'énergie primaire avec une utilisation de l'énergie fossile à 80% dans la mobilité, 80-90% dans la mobilité. Quelque chose qui convenait finalement à tout le monde. On a mis un peu de temps malheureusement à réaliser que finalement l'énergie fossile était quelque chose de pas si agréable que ça pour l'environnement et pour la santé humaine, parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, mais avant tout l'utilisation intensive des énergies fossiles pose de gros problèmes au niveau de la santé humaine, hein. On ne parle pas que de CO2, on parle aussi de gaz à effet de serre ou de NOx, c'est des choses qui sont assez problématiques. Et finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que on ne va pas venir remplacer à 100% l'énergie fossile, on va venir avec une seule solution, on va venir proposer des alternatives différentes. Et je pense que c'est pour ça qu'on est intéressant, parce que tous autour de la table, on a des alternatives qui ne sont pas du tout concurrentes. Et c'est ça qui est encore plus intéressant, parce que finalement, chacun apporte une brique qui va permettre de concurrencer une énergie qui est la principale énergie aujourd'hui qu'on a des problèmes, qui est justement les énergies émettrices de CO2. Et en venant proposer des alternatives à ces énergies émettrices de CO2, ben on va pouvoir avoir un environnement, une mixité technologique autour de l'énergie et de la production d'électricité ou de lumière ou de la récupération de chaleur, tout ce genre de choses. Ce qui fait que, selon moi, il y a un bel avenir là-dessus, en tout cas. Non, effectivement, je pense que c'est ça qui est à retenir sur la mutation du secteur de l'énergie, c'est qu'on ne cherche pas des solutions radicales. Je pense qu'à chaque usage correspond une énergie qui va être intéressante et qui va avoir des bénéfices effectivement à la fois sur l'environnement et sur la santé humaine. Et c'est dans cette démarche-là d'avoir la meilleure source d'énergie au meilleur endroit qu'il faut se positionner. Et du coup, il y a mille manières de faire. Nous, en l'occurrence, on est assez porté sur le biomimétisme et l'énergie que peut apporter la nature en elle-même, puisqu'elle est capable aujourd'hui d'être l'usine clairement la plus propre et qui était là bien avant nous et qui sera probablement bien après nous. Donc il y a 1000 sources qui peuvent exister pour justement vraiment adapter cet usage de l'énergie à l'usage qu'on veut en faire derrière. Oui, on est vraiment complètement en phase. Ce qui est intéressant, c'est que donc, nous, on a un logiciel qui permet de gérer des réseaux. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant tout ça? Parce que ce qui est en train de se passer sur les différents réseaux d'énergie, c'est que c'est en train de devenir de plus en plus complexe et c'est une excellente chose. C'est-à-dire que la transition énergétique, c'est exactement ça. C'est avant, j'avais une centrale et puis j'allais livrer de l'énergie à des maisons, puis hop, c'était réglé, quoi. Maintenant, on a de la production d'énergie dans tous les sens, de différentes manières. On a de la consommation qui évolue, on a des réseaux qui évoluent, on a même comment dire, des croisements qui se font entre du gaz, de l'élec, donc avec du power to gaz, des énergies beaucoup plus naturelles, ce genre de choses. Et en fait, la transition énergétique, d'un point de vue réseau, elle est là. Elle est dans l'apparition de cette complexité, de cette diversité. Et donc, si on n'est pas capable d'aider les gestionnaires de réseau à gérer, en fait, d'aider la communauté à retrouver de l'équilibre dans tout ça, en fait, on ne va pas être capable de basculer. On va rester très îloté finalement. Et donc, ce composant est complètement complémentaire aux composants en fait, des autres. Alors je vois que la présentation est apparue, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Et c'est du coup une très bonne transition, puisque tu vas pouvoir nous présenter ce que fait DC Brain, si tu veux bien. Donc on fait 3 fois 5 minutes, et puis on se retrouve ensuite pour discuter. Ouais, super. Ça vous va? On est parti. Alors on est assez raide sur le temps. C'est important si on veut avoir un peu de temps pour discuter. Donc on a notre petit timer. Et on tape dessus à la fin. Que je mets à 5 minutes. Oui, il va Ouais. faire ding, 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 comme quand l'œuf sera cuit. Et ouais. tu as donc la télécommande ici et tu avances avec le bouton vert. D'accord. À toi. Super. Voilà, donc
vous l'avez compris, hein, donc moi je suis Arnaud de Moissac, le CEO et fondateur de DC Brain. C'est un peu ce que j'ai commencé à expliquer. Hein, c'est-à-dire que donc nous, on est éditeur de logiciels et notre sujet, ce sont les grands réseaux physiques. Donc, par exemple, le réseau électrique de Paris avec Enedis, on fait des réseaux de chaleur comme à Saint-Denis, par exemple, des réseaux de gaz, on fait du biométhane avec GRDF, et on fait aussi des réseaux logistiques. C'est un peu la même chose. En fait, tous ces sujets-là ont en commun d'avoir finalement des flux. C'est-à-dire que nos clients, c'est des gestionnaires de réseau qui ont des flux à délivrer à leurs propres clients. Et donc, ils ont des moyens de production, ils ont des clients qui consomment, ils ont un réseau au milieu, et tout ça, ça doit être équilibré. Et donc, comme je le disais avant, le gros point de rupture qu'il faut amener, de toute façon, qui est en train d'arriver, qu'il faut continuer à amplifier, c'est l'apparition de cette complexité dans la gestion des réseaux. Voilà, comme je disais, l'énergie, il y a de plus en plus de sources, de plus en plus de manières de consommer. On les voit dans les décrets d'autoconsommation. On peut même avoir des communautés de distance qui s'échangent de l'énergie en passant par Enedis au milieu. Voilà. Et en fait, c'est bien, c'est une excellente chose. Il faut l'amplifier, ça va s'amplifier. Et il faut juste être en mesure de gérer cette complexité. Et donc aujourd'hui, le truc à la mode pour gérer la complexité, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que on va se servir des données qui sont remontées par ces réseaux pour aider au quotidien les gens qui gèrent ces réseaux à continuer à faire leur métier. Parce que fondamentalement, Enedis, par exemple, leur métier, ça continue à être « je fais passer de l'énergie dans des câbles ». C'est juste que l'énergie passe de façon beaucoup plus complexe qu'avant, mais ça reste le même métier. Et donc, il faut, on est un peu sur l'intelligence augmentée ou l'intelligence opérationnelle, comment est-ce qu'on peut les aider à gérer ça. Et en fait, quand on regarde plus précisément sur l'ensemble de ces réseaux, que ce soit de la logistique, soit des réseaux territoires urbains ou alors des réseaux industriels, on se retrouve avec toujours les 4 mêmes points durs. Le premier, c'est le delivery. Est-ce que j'arrive à livrer mes flux à mes clients? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est est-ce que j'arrive à maîtriser mon budget? Ouais, parce que d'un côté, on demande aux gens de maîtriser leur budget, enfin, en gros que ça coûte moins cher, et d'un autre côté, la complexité augmente. Donc souvent, ça a l'air antinomique. En fait, pas du tout, ça marche très bien. Troisième point, c'est sauver les ours polaires. Non, j'exagère, mais en fait, il y a de plus en plus de contraintes légales ou même des contraintes de RSO qui arrivent. Quand on prend les réseaux de chaleur, par exemple, on peut avoir une chaudière biomasse dans le réseau de chaleur et on va essayer de toujours maximiser son utilisation, l'utiliser au maximum, en fait. Même si d'un point de vue ingénierie, ça n'a pas de sens, parce qu'on serait mieux avec la chaudière gaz. Oui, mais on fait quand même marcher la chaudière biomasse, parce que, bon, accessoirement, ça coûte moins cher aussi. Et le dernier point qui est assez nouveau pour tous ces acteurs-là, hein, c'est l'obligation de communiquer. C'est-à-dire qu'avant, quand on gérait un réseau, on ne disait pas trop ce qui se passait, puis on disait bon, attention, là, ça n'a pas marché, mais maintenant, c'est réglé, tout va bien, dormez sur vos 2 oreilles. Aujourd'hui, un gestionnaire de réseau ne peut pas faire l'impasse sur communiquer auprès des parties prenantes, que sont le maire, le préfet, les consommateurs, les tierces parties, etc. C'est indispensable. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens côté technique ont toutes les données pour communiquer, mais ils ne savent pas communiquer. Et les gens de la com n'ont pas les données, donc ils vont chercher sur Internet des supports pour communiquer auprès de leurs clients. C'est du vécu, hein, je ne vous dirai pas chez qui, mais voilà. Donc en fait, on peut faire ça avec la même approche, les mêmes données. Je risque de vous endormir un peu. C'est juste pourquoi... pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on faisait avant, parce qu'on n'est pas les premiers à aider à gérer les réseaux. C'est juste qu'on va apprendre au maximum à partir des données comment va se comporter le réseau. C'est un peu Waze fait ça aussi. Waze, en fait, à partir du mobile, il est capable d'apprendre les flux de voitures qui s'écoulent sur la route et de proposer des solutions. Ben, nous, on fait pareil. On apprend la carte du réseau et on apprend le comportement de tout ce qui se passe dans le réseau. Et puis ensuite, on propage les différents flux. Ça permet d'avoir un modèle qui fonctionne en 1 semaine, alors que normalement c'est des mois pour mettre en place un modèle qui fonctionne. Et puis ça permet d'être très agile. Donc si jamais on rajoute de l'hydrogène, voilà ce genre, et ben en fait on peut l'apprendre et on peut l'intégrer très très rapidement au modèle. Alors j'avais prévu de vous balayer quelques cas d'usage pour concrètement à quoi ça sert. Ça c'est ce qu'on a fait par exemple sur un réseau de chaleur. Donc vous voyez les interfaces qu'on présente à nos clients. On va être capable donc, de cartographier le réseau, de voir les déséquilibres du réseau, donc, qui coûtent cher et qui du coup amènent le réseau à surconsommer. On va être capable de détecter des dysfonctionnements. Là, ça va coûter cher en maintenance. On va être capable de cibler finalement les opérations d'optimisation ou de maintenance du réseau. Et puis, on va être capable aussi d'apprendre les profils de consommation. Donc là, c'est ce qu'on voit. Je ne sais pas trop où vous regardez, assis là. Non, voilà. En gros, vous voyez là, c'est des profils d'1 semaine. Et en fait, on voit que, par exemple, ce profil-là, hop, non, c'est pas celui-là, ces profils-là,
On voit qu'il y a 7 pics de chauffe sur une semaine, donc c'est de l'habitation. À côté, c'est du bureau parce qu'on chauffe du lundi au vendredi et pas le dimanche, etc. Toujours pareil, comme on est capable d'apprendre comment se comportent les utilisateurs du réseau, on est capable de mieux ajuster en fait, le réseau à leurs besoins. Ça, c'est le réseau électrique de Paris. On a une vue une représentation très visuelle de ce qui s'y passe, et on est capable d'éteindre un transfo et de dire, ben voilà les solutions pour reprendre l'énergie dans le respect en fait des conditions d'équilibrage du réseau, etc. Tout ça, ça marche tout seul. Et puis ça, c'est la logistique. On va être capable de simuler, par exemple, une grève de train. Quand je vais avoir ma grève de train en septembre, eh ben, est-ce que j'arrive à continuer à livrer mes clients? Et quel est l'impact en termes de coûts, de plans de transport, etc. À chaque fois, c'est la même histoire. C'est j'ai des productions, donc ici c'est des entrepôts, j'ai des consommateurs, donc là ça va être des magasins ou autres, et puis j'ai des flux qui se baladent au milieu. Et tout ça, c'est de plus en plus dynamique. Voilà. Merci. Alors, j'ai 2 petites questions. La première, on a évoqué Waze tout à l'heure. En fait, dans le fonctionnement de Waze, et je suis désolé si c'est une question de néophyte que je pose, mais dans le fonctionnement de Waze, le capteur, on sait ce que c'est, on l'a évoqué, ça peut être le téléphone, c'est le GPS du téléphone, je remonte la donnée, j'exploite cette donnée. Dans le cas d'un réseau électrique, mes capteurs, c'est quoi là? C'est-à-dire que la mise en place des capteurs, l'infrastructure, comment est-ce que j'arrive à capturer les mouvements comme je le ferais et comme je comprends très bien que je le fais avec des voitures? Alors effectivement, il y a des réseaux qui ont plus ou moins de capteurs. L'avantage qu'on a, c'est que comme ce qu'on modélise, c'est des flux physiques, en fait, on est capable de travailler avec finalement relativement peu de données. Alors déjà, en fait, les gens ont beaucoup plus de données qu'ils ne pensent. À chaque fois, c'est la même histoire. On arrive chez un client, il nous dit « Ah non, mais en fait, j'ai pas trop de données. » On fouille un peu. En fait, il y en a partout, sous tous les tiroirs, sous tous les commodes, etc. Il y en a absolument partout. C'est juste qu'ils ne savent pas l'utiliser. Et puis, tout le monde continue à déployer de l'IoT, du capteur. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. L'autre point, c'est que c'est un peu ce que je montrais genre là, je crois. La partie du bas, c'est que comme on a des phénomènes en fait physiques, on est capable d'avoir des mesures en haut, des mesures en bas, et de retrouver en fait ce qui se passe au milieu par des lois de propagation. Et ces lois de propagation, elles marchent bien parce qu'on a avant, à partir par exemple d'incidents, d'aléas sur le réseau, reconstituer la topologie, la carte du réseau en fait. Un peu de la même façon que Waze, quand il voit des voitures passer à 80 km/h dans un champ, en fait il rajoute une route. Et voilà, nous on est capable de faire un peu la même chose. Donc plus il y a de données, mieux c'est, mais c'est pas indispensable d'avoir des données absolument partout. Et dans les algorithmies de réseau, du coup, est-ce qu'il y a des choses très spécifiques au réseau électrique, ou est-ce que demain, potentiellement, un Uber ou un roi de l'algorithmie de réseau, ou un Waze, pourrait être votre concurrent, ou inversement, est-ce que vous pourriez appliquer ce que vous apprenez là à d'autres types de réseaux? Alors, on l'applique déjà à pas mal de types de réseaux. Je parlais de la logistique, le gaz, la vapeur, la chaleur, les LEC. En fait, ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des flux un peu continus. Dans le sens où un flux de voiture, par exemple, il y a un bout du flux, donc une voiture qui peut choisir de faire demi-tour. Dans un flux électrique, un électron ne va pas faire demi-tour frein à main pour prendre la bretelle ou s'arrêter prendre un café. Voilà, donc c'est ça la différence. Nous, ce qu'on traite, ça va être les flux plus continus, qui ne prennent pas de café. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc je vous propose de passer à la présentation suivante. Alors je vais vous remettre du temps, si vous voulez vous mettre debout, en fait c'est peut-être plus simple. Ouais, je peux bien rester assis moi. Allez, c'est parfait. Du coup, moi, je suis fondateur de la société IC Labs. On parlait tout à l'heure, mon collègue parlait tout à l'heure de l'hydrogène. On est vraiment clairement dans le monde de l'hydrogène. On a pour volonté de venir faciliter le déploiement de solutions hydrogène pour les industries, pour les industriels, en gros les grands industriels de l'énergie. Puisqu'aujourd'hui, on arrive dans une problématique majeure qui est finalement le transport de l'hydrogène. Puisque c'est un gaz qui est facilement manipulable dans l'industrie, on a l'habitude de le transporter dans l'industrie, mais lorsqu'on le met dans les mains du grand public et lorsqu'on commence à transporter beaucoup de quantités d'hydrogène sur les routes justement ouvertes au grand public, on se retrouve face à de sérieuses problématiques et de grosses contraintes techniques.
Donc à la sortie de l'usine, on s'en sort très bien. C'est vraiment sur la partie transport et logistique et distribution et stockage qu'on se retrouve avec de gros problèmes. Nous, ce qu'on a développé avec IC Labs, ben, c'est aussi simple que cette bouteille. On a un liquide qui est un hydrogène carrier, donc pour les francophones 100%, en gros un transporteur d'hydrogène. Cet transporteur d'hydrogène a la particularité de pouvoir être chargé et déchargé extrêmement facilement en hydrogène. C'est-à-dire que vous avez un site de production. Ce site de production, on est au niveau de la gauche de la slide, on va avoir un apport énergétique, on appelle du renewable to liquid, ou du power to liquid, ou tout simplement de l'énergie au liquide. C'est-à-dire qu'on va venir charger un liquide en énergie et ou en hydrogène. Ce liquide a la particularité d'être facilement transportable et distribuable. Et ensuite, donc du coup, c'est la IC Labs Fuel. Et ensuite, sur le site d'utilisation de l'hydrogène, on va venir pouvoir l'utiliser. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, finalement, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, c'est assez compliqué aujourd'hui pour une société dans l'hydrogène de pitcher en France, puisque le choix des véhicules à batterie a déjà été pleinement pris par le gouvernement historique, et ça va changer, je l'espère en tout cas, mais par certains grands groupes. C'est en train de changer également par d'autres groupes. Notamment des groupes avec des femmes à leur comité, à leur présidence. Et c'est très bien pour nous. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique d'avenir, hein, vraiment complètement en parallèle des batteries et en parallèle des autres solutions alternatives d'énergie. L'hydrogène est réellement un vrai vecteur qui sera demain utilisé dans les véhicules. Et en fait, les industriels qui veulent intégrer ce genre de vecteur dans leur portfolio, dans leur portefeuille de produits, je parle en anglais aujourd'hui, ont des difficultés justement à cause de cette problématique de stockage et de transport. Donc nous, c'est vraiment cette problématique-là qu'on vient répondre. Pour vous montrer un petit peu sur quoi on est aujourd'hui, j'ai mis quelques partenaires. On est en train de travailler avec la CMA CGM, notamment pour les navires du futur, pour venir alimenter justement des navires qui seraient beaucoup plus respectueux de l'environnement. Dans ces navires-là, on a un besoin énergétique extrêmement important et les batteries n'ont pas la capacité de venir répondre à ce besoin énergétique. Et il n'est pas aujourd'hui envisageable de venir stocker de très grosses quantités de gaz sous haute pression dans ces navires. Donc là, on vient répondre à cette problématique-là. Donc c'est un industriel qui a une problématique. On vient répondre à une problématique de cet industriel. Carrefour et FM Logistique également pour des chariot élévateurs ou plus généralement, au niveau d'un point de vue macro, sur le transport de grosses quantités d'énergie ou d'hydrogène à destination des véhicules et des stations-service à hydrogène, puisqu'on va venir voir arriver sur le maillage de stations-service des stations-service à hydrogène pour alimenter des véhicules à hydrogène qui sont en train d'arriver sur le marché. Et donc Carrefour, par exemple, se positionne pour venir alimenter ces véhicules à hydrogène. Il y a encore une fois une problématique réglementaire de venir stocker de très grosses quantités, dans les centres-villes notamment, de très grosses quantités d'hydrogène, puisque c'est un gaz qui est extrêmement volatile et qui est dangereux une fois qu'il se retrouve à l'air libre. Donc voilà, vraiment, voilà, pour vous expliquer un peu où on en est aujourd'hui, on est sur une phase de recherche de fonds qui sera, on l'espère, clôturée à la fin de l'été, on va dire fin de l'année, plus généralement, avec justement de gros industriels qu'on souhaite faire rejoindre au sein de la société. Et c'est à peu près tout. On est basé dans le sud de la France. On serait ravis de vous accueillir, en tout cas si vous voulez venir prendre un peu de soleil, parce qu'apparemment ici c'est pas la grosse folie. Et voilà. Donc c'est donc la société IC Labs. Au plaisir d'échanger avec vous bientôt. Merci. Alors, je me pose une question sur l'hydrogène et sur la raison d'être de cette start-up. C'est quoi le niveau des barrières à l'entrée si un gros joueur de l'énergie se disait tiens, ça a l'air pas mal son truc, je vais faire la même chose? Alors, pour protéger notre techno, alors nous en tout cas, pour protéger notre techno, déjà au point de vue de IC Labs, on a vraiment tourner notre développement sur le déploiement de grosses propriétés intellectuelles, c'est-à-dire qu'on a des brevets avec justement l'université qui nous accompagne sur ces points-là, donc on a des brevets qui nous permettent de protéger l'invention. Alors évidemment, on peut toujours se retrouver face à des industriels qui peuvent venir vouloir piquer l'idée, on en est tout à fait conscient. La chance qu'on a, c'est que
on en parlait tout à l'heure de transition énergétique, mais je pense qu'aussi on va avoir une transition de relations entre les grands groupes et les startups. Aujourd'hui, les grands groupes ont compris, et on en est ravis, je pense que mes collègues confirmeront, que les grands groupes ont compris que les startups avaient une flexibilité dans l'invention et dans l'inventivité, en tout cas, de leurs solutions, et que si demain ils veulent développer ce genre de solutions extrêmement liquides, de genre de solutions extrêmement innovantes comme la solution liquide de transport d'hydrogène, eh ben, ils seront obligés de passer par des sociétés comme les nôtres qui ont la flexibilité, qui ont pu justement un peu regarder un peu, avoir une vision de radar un peu de tout ce qu'il y avait dans ce domaine-là. Et si on tape dessus, ça s'arrête après aussi. Voilà, c'est parfait. Et du coup, d'avoir ce côté-là assez flexible qui sont offerts aux industriels. Après, évidemment, à tout moment, on peut se retrouver en difficulté. C'est un peu le risque qu'on a en tant que start-up et on est complètement prêt à le prendre. Aujourd'hui, on est plus dans le sens où on travaille avec des grands groupes plutôt qu'en compétition avec ces grands groupes. Oui, c'est ça. C'est plutôt de s'inscrire dans des écosystèmes que d'aller à C'est vraiment rencontre. un écosystème d'open innovation. Maintenant, c'est le grand mot à la mode, même si ce n'est pas une bonne définition. Mais l'open innovation, justement, dans ces grands groupes, est ouverte aux startups. Et nous, on est ravis d'y rentrer. Collaboration positive. De toutes les façons, si demain un grand groupe veut nous tuer en quelque sorte avec une solution innovante comme celle-ci, bah, il n'aura pas besoin d'avoir des brevets forts parce que de toutes les façons, lui, de ses capacités internes, il est largement capable de venir nous tuer, ne serait-ce que financièrement. Donc voilà, on s'est déjà retrouvés. On est toujours en contact avec certains grands industriels qui nous aiment pas trop. Heureusement, on en a d'autres qui nous aiment. Donc en fait, on est en train de, dès qu'il y en a un qui nous aime pas, on le fait ouvrir ouvertement à l'autre en disant, ben, vous avez vu, celui-là, il nous aime pas, vous devriez nous aimer. Donc du coup, celui qui nous aime, il nous aime encore plus parce qu'il se dit, bah, si lui, il vous aime pas, ça veut dire qu'en gros, avec vous, je vais pouvoir arriver sur ce marché. Donc on joue un peu. C'est un jeu un peu dangereux, mais on est super content de le faire, quoi. Si vous vous projetez à 4, 5, 6 ans, vous voyez en train de faire quoi? On reparle des grands groupes. Aujourd'hui, une techno comme la nôtre n'a pas vocation à se développer toute seule. On est obligé de venir s'adosser à un grand groupe, en tout cas une business unit d'un grand groupe. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec ces gens-là. Pas obligatoirement à un seul, mais peut-être à plusieurs et avec différents marchés, que ce soit des marchés au niveau des pays, des marchés au niveau des applications. Il y a beaucoup d'applications sur le monde hydrogène, il y a beaucoup d'applications dans la mobilité notamment. On sera ouvert à tout cela. Nous, dans toutes les façons, dans 4-5 ans, si on en reparle, et j'en serais ravi, j'espère en tout cas, on sera obligatoirement adossé à un industriel parce qu'on a quand même une technologie qui est obligatoirement industrielle. C'est-à-dire qu'on propose quand même quelque chose qui est adapté à ces gens-là, qui ont l'habitude de manipuler de grosses quantités d'énergie, de produire de grosses quantités d'hydrogène et de produire ensuite de grosses quantités de liquide, notamment notre liquide, pour après le distribuer dans leur réseau de distribution. On ne va pas demain à SEALABS créer un réseau de distribution qui va venir concurrencer du Total, du Shell, du Engie ou du Air Liquide. C'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable et qui n'est pas du tout viable, en tout cas économiquement. Merci beaucoup. Je propose d'enchaîner avec Sandra. Pas de jouer. Bonjour, donc je suis Sandra Ray, la fondatrice de Glowy. Chez Glowy, en fait, on développe un système de lumière biologique qui fonctionne grâce aux capacités qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, qui s'appelle la bioluminescence. Il y a en l'occurrence beaucoup d'animaux terrestres comme les lucioles, les champignons, les vers luisants qui produisent cette lumière, et il y a plus de 80% des animaux marins. Donc nous, c'est dans ces animaux marins qu'on est allé chercher, et notamment chercher des gènes qui sont responsables de cette réaction chimique. Ces gènes-là, on vient les mettre dans des bactéries, qui sont des bactéries de laboratoire, beaucoup plus classiques, et puis on ingénierie tout ça pour rendre ces micro-organismes le plus performants possible, dans le but de produire non seulement une source de lumière qui ne nécessite pas d'électricité, puisque c'est une réaction biochimique, mais ça permet aussi plein d'autres choses. D'une part, ça va permettre de ne plus être dépendant d'une ressource fossile, mais bien d'une ressource qui est cultivable à l'infini, qui sont les micro-organismes, les bactéries, qui en plus de ça se reproduisent de manière exponentielle. Donc on peut très rapidement avoir beaucoup de matières premières. Ensuite, en termes d'utilisation de la lumière, ça va être très différent parce qu'on va plus se positionner sur un objet qui est l'ampoule, mais on va se positionner sur une matière première. Cette matière première, elle va donc pouvoir prendre plein de formes différentes. Elle va pouvoir faire de la lumière de manière surfacique et pas forcément ponctuelle. Elle va aussi apporter un rendu lumineux qui est très différent, qui est une lumière beaucoup plus douce, beaucoup moins agressive que la lumière électrique. Et puis évidemment, on va se passer de l'infrastructure électrique.
Et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est que toute cette biomasse finalement qu'on crée grâce à ces micro-organismes, on va aussi pouvoir la réutiliser derrière sous une autre forme d'énergie, la revaloriser en énergie. Il y a beaucoup de manières différentes de pouvoir le faire. Et donc, ça va faire qu'en fait, la lumière, c'est plus seulement un objet qui est relié à un réseau électrique, mais ça va être en elle-même une source d'énergie lumineuse, vivante, et qui va permettre de changer complètement du coup, le paradigme de cette lumière. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on travaille sur le développement de cette technologie. Les gros enjeux, c'est majoritairement d'augmenter l'intensité de ces micro-organismes et de faire que cette lumière se propage de manière stable dans le temps. Et on a développé en fait 2 technologies. Une première technologie qui sera toujours éphémère, dont le but est de remplacer tous les usages de la lumière éphémère, à savoir tout ce qui va être communication extérieure, communication sur les vitrines par exemple, illumination festive, des endroits comme ça, des festivals, où en fait, d'une part, on a besoin d'une lumière de manière ponctuelle dans le temps, et en plus de ça, on va pouvoir avoir la praticité de se passer d'infrastructures électriques. Donc cette source-là, elle est vraiment 100% autonome. Elle peut prendre plein de formes différentes. C'est une sorte de gel, et donc elle produit de la lumière en continu pendant une durée qui aujourd'hui peut arriver jusqu'à 6 jours. Et on travaille évidemment à la rendre plus pérenne. Et on a une deuxième technologie qui, elle, s'inscrit vraiment beaucoup plus dans le monde de l'énergie, qui va utiliser cette lumière sous forme liquide dans des machines qu'on appelle en fait des bioréacteurs et qui vont permettre d'alimenter le système pour faire en sorte qu'il dure beaucoup plus longtemps. Et donc c'est dans ce cadre-là notamment qu'on propose du coup la lumière en tant que véritable service énergétique et qu'on travaille également avec des grands groupes de l'énergie qui vont du coup pouvoir, eux, gérer l'exploitation et la maintenance de ces systèmes et la revalorisation derrière, donc tirer vraiment de cette nouvelle forme de lumière des nouveaux marchés, des nouveaux modèles, des nouveaux métiers. Et des nouveaux clients aussi fatalement et donc nous on va devenir fournisseur de cette matière première lumineuse qui se transforme derrière en source d'énergie. Donc c'est ce qu'on disait un peu en introduction, le but c'est pas de remplacer toute la lumière électrique par de la bioluminescence, mais c'est vraiment de s'intéresser aux usages où la bioluminescence a vraiment un sens pour finalement avoir cet impact environnemental puisque la lumière électrique cause quand même des problématiques énormes, à la fois sur le point de vue de la consommation énergétique, c'est 15% des consommations électriques mondiales et qui est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre, donc ce sont des chiffres qui sont absolument énormes, et ça cause aussi des problèmes de pollution lumineuse et de pollution visuelle qui dérangent les écosystèmes, qui dérangent aussi les humains de manière hormonale sur plein de maladies. Donc le but c'est vraiment de s'intéresser à ça en remplaçant la lumière électrique partout, là où elle sert à donner de la visibilité, à mettre en valeur ou à signaler, et notamment dans le paysage urbain, puisque c'est là que les consommations et les demandes sont de plus en plus importantes, tout en s'inscrivant évidemment dans une démarche beaucoup plus globale, qui est aujourd'hui une démarche de réduction, notamment sur les bâtiments, de la consommation énergétique, en du coup proposant cette alternative biologique à l'électricité. Merci. La question que je me posais, c'est... on a entendu organismes génétiquement modifiés, je sais que c'est une question qu'on te pose souvent. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ou pas du tout ? Alors non, en fait, effectivement, on travaille sur des micro-organismes génétiquement modifiés. D'une part, c'est des organismes de catégorie 1 qui sont, dans nos laboratoires, on entre, on sort comme dans un moulin, il n'y a pas du tout de contraintes. C'est des organismes qui sont non toxiques et non pathogènes, évidemment. Maintenant, la question, elle se pose notamment sur le point de vue réglementaire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'OGM, mot qui fait très très peur, dans la loi, en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a soit on fait du confinement et c'est du travail de laboratoire, donc c'est ce qu'on fait nous, donc c'est complètement autorisé, mais c'est juste que c'est fait pour être en laboratoire. Soit là, on parle d'agriculture et de dissémination volontaire, et donc on se positionne sur des plantes OGM qui peuvent se reproduire. Alors, on voit bien que forcément, nous, on n'est vraiment ni dans la première catégorie, ni dans l'autre. On est sur du confinement, en plus ça sur des organismes qui sont non pathogènes et non toxiques. Donc nous on fait un vrai travail, ce qui me paraît assez logique dans un cadre d'innovation de rupture. Les lois ne peuvent pas vraiment anticiper l'innovation, sinon ça se saurait. Donc nous on fait un gros travail pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut se positionner et comment est-ce qu'on peut modifier les textes pour rentrer dans le cadre réglementaire, sachant qu'effectivement on est sur un organisme qui n'a aucune pathogénicité et aucune toxicité. Et qui a surtout une durée de vie qui est très très courte en dehors de son milieu. Je crois que les premiers clients aujourd'hui, c'est plutôt donc du côté de l'événementiel pour faire exister la technologie, pour la montrer. Est-ce que tu as des exemples d'utilisation qui est récente ou des choses qu'on pourrait voir, qu'on a envie de voir ? La stratégie qu'on a abordée, c'est de se dire, au bout d'un an, on avait réussi à avoir un premier produit éphémère, dont l'intensité n'était pas forcément exceptionnelle, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec, mais en revanche, elle a le mérite d'exister, et elle a le mérite de pouvoir porter un message qui est celui du biomimétisme, celui de la biologie synthétique, et celui de qu'est-ce que va être l'éclairage dans le monde de demain. Et donc on s'est dit, au lieu de rester dans nos laboratoires et de garder ça pour nous, on va sortir du laboratoire, justement avec cette offre événementielle. Donc en général, on travaille...
on travaille en général avec des grands groupes avec lesquels on va travailler dans le futur. Le but, c'est d'avoir une première étape ensemble pour comprendre comment utiliser cette lumière, la faire produire à plus grandes échelles, permettre aussi un gros travail pédagogique et d'évangélisation sur comment est-ce qu'on peut utiliser cette lumière-là, dans le but de faire que le jour où notre techno elle est prête à aller dans tout le paysage urbain, ça soit plus seulement un truc un peu bizarre de biologistes dans leur laboratoire, mais ça soit une véritable évidence parce qu'on connaît on sait l'appréhender. Et donc l'événementiel, c'est un vrai premier pas pour ensuite passer sur des usages beaucoup plus long terme. Merci beaucoup. Alors, dans les 10 minutes qui nous restent, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. La première, c'est autour de l'inspiration et de vos sources d'inspiration. C'est-à-dire que c'est des idées qui sont toutes assez originales. Donc, comment est-ce qu'on bascule d'un soupçon d'idée à quelque chose? Est-ce que c'est à travers des discussions, à travers des recherches antérieures que vous aviez pu avoir, à travers du terrain, de l'ethnographie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit « Allez, on y va » ? Moi, ça a été très simple. Ça a été très simple. Moi, j'ai une formation de designer, donc j'étais étudiante en design quand je participais à un concours. Et pendant ce concours, j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur les poissons des abysses. Et je me suis dit, ces poissons-là sont capables de faire de la lumière sans électricité. C'est peut-être finalement une solution très simple à toutes nos problématiques écologiques et économiques de l'éclairage. Et donc, c'est parti de là, en fait, assez bêtement, autour d'un phénomène qui est la bioluminescence, qui est quand même un phénomène qui est très connu, puisqu'il était dans quasiment tous les laboratoires aujourd'hui pour faire du diagnostic et du génie médical. Donc il y a eu aussi beaucoup de littérature et de fil en aiguille, tout ça, ça s'est construit et ça semblait une évidence parce qu'effectivement, quand on voit ce qui est fait dans la nature et qu'on a des outils aujourd'hui, comme pour nous la biologie synthétique, qui permet en fait, de coder avec de l'ADN comme on code du code informatique, à partir du moment où on est capable de reproduire ce que fait la nature de manière hyper propre et hyper pérenne, finalement la solution, elle vient, quoi. Pas le choix. Alors nous... alors moi je suis issu de l'ingénierie, enfin je suis ingénieur en biotechnologie, j'aurais pu travailler chez Glowy au départ, parce que c'était un peu aussi l'un des métiers que je faisais, donc c'est pour ça que je crois beaucoup en eux. Petit placement. Non, en fait nous on est parti d'une réaction complètement fortuite dans les laboratoires dans le sud de Marseille, enfin le sud de Aix-Marseille Université. Et en fait, c'est plutôt vraiment de la réflexion. Nous, on est parti pour la création d'IC Labs. Il faut savoir que comme on n'était pas dans le monde de l'énergie, on est parti du constat qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire et que pour qu'on puisse faire quelque chose, il fallait s'entourer des bonnes personnes. Donc on est allé rencontrer en fait les différents grands acteurs, pas obligatoirement industriels, mais du monde de l'hydrogène, pour venir interroger et leur demander justement si cette techno pouvait être intéressante. Donc on a fait un peu le travail de transfert de technologie universitaire qui maintenant est de plus en plus reprise par les SAT. Il y a vraiment un besoin là-dessus, donc des sociétés accélératrices de transfert technologique. C'est du public, hein, c'est du transfert de technologie publique. Il y a vraiment un vrai travail. Et moi en fait je venais des États-Unis au départ où j'étais spécialisé dans ce transfert de technologie publique. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en France et que j'ai vu ça, j'ai dit il y a vraiment quelque chose à faire. Donc du coup après on a commencé à étudier le marché, voir s'il y avait quelque chose à faire, commencer à créer un comité stratégique, commencer à ce genre de choses pour voir où est-ce qu'on pourrait aller sur le marché ensemble. Et c'est à partir de cela qu'on a créé IC Labs il y a 2 ans. Moi, c'était un peu un double déclencheur. Le premier, c'est que avant de créer DC Brain, donc moi je faisais de l'optimisation de data center, dans lequel il y a pas mal de réseaux assez complexes, de la frigorie, de l'élec, etc. Et en fait, j'étais assez atterré du niveau des outils qu'on avait. C'est-à-dire que autant les gens étaient hyper forts sur ces sujets-là, des électriciens, des thermiciens, etc. Autant les outils qu'on avait, ça ressemblait au Minitel, quoi. Enfin, c'était super moche, c'était statique, on pouvait rien faire avec, on se battait contre Excel. Et au même moment, en fait, on avait plein de technos sympas qui arrivaient côté informatique, en machine learning, en visualisation, en big data, etc. Donc on s'est dit, on va prendre un peu le meilleur des deux mondes et on va essayer d'améliorer un peu la vie des gens qui gèrent les réseaux physiques. Et dans le même temps, on s'est dit, mais finalement, ces bâtiments complexes, c'est un peu comme une maquette, une miniature de ville, où en fait, on va retrouver les mêmes types de flux, hein, des flux électriques, des flux de frigorie, des flux d'eau, des flux de personnes. Et plus le côté transition énergétique, comme je disais, où en fait on avait le pressentiment que ces flux allaient devenir de plus en plus complexes et que c'était une bonne chose. Et on s'est dit finalement, si on arrive à faire quelque chose
d'efficaces, qui ont des services au quotidien, des services opérationnels avec ces technos, d'IA, etc., à l'échelle d'un bâtiment complexe comme ça, on va être capable de le transposer et de gérer des réseaux beaucoup plus complexes. C'est ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, on fait, pour ainsi dire, plus de data center. Le DC-DC Brain, c'est pour data center, mais en fait, on n'en fait presque plus. Et on est plutôt sur des réseaux, voilà, le réseau électrique de Paris, des réseaux de chaleur, des réseaux logistiques à l'échelle de l'Europe, ce genre de choses. Voilà. Vous êtes sur un secteur où il y a d'énormes opérateurs historiques et contrairement probablement à d'autres secteurs, je pense qu'il y a rarement un endroit où il y a un tel décalage entre la taille des gros opérateurs et l'hyperactivité des startups. Est-ce qu'à votre avis, dans le domaine de l'énergie, il y a de la place à une forme d'ubérisation ou est-ce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est forcément de l'open innovation et des écosystèmes qui sont reliés? Est-ce qu'il y a des risques pour les opérateurs historiques, à votre avis? Il y a des risques, il y a des risques de ne pas être capable de suivre. Il faut voir que nos clients, c'est des gestionnaires de réseau qui connaissent très très bien leur métier, qui ont un savoir-faire de dingue sur comment j'enterre des câbles, comment je fais transiter des pailles dans toute l'Europe, etc. Donc on ne va pas leur apprendre leur métier. Il ne faut pas se raconter des histoires. Par contre, leur aider à gérer cette transformation qu'amène toute cette complexité, ces données, etc., là, en fait, on leur permet quelque part de refaire leur travail. C'est-à-dire que là, ils commencent à être complètement débordés par ça, mais pas parce qu'ils ne savent pas faire leur métier, c'est parce qu'il y a trop de données à gérer, il y a trop de nouvelles sources, il y a trop de nouveaux trucs, et du coup, ils sont un peu sous l'eau. Et donc, alors, j'ai moins de contraintes. Comme nous, on fait du logiciel, on ne fait pas du hard, on peut développer des trucs dans notre coin, on a besoin de moins de capitaux, un truc aussi bête que ça, hein, pour le faire. Mais pour que ça soit vraiment utile, il faut qu'on aille aider des gens qui ont de la complexité à gérer. Si c'est trop petit, finalement, un bon fichier Excel, puis ça marche, quoi. Enfin, pas pour l'instant. Oui, on est forcément un peu en symbiose. Il faut que on peut pas, enfin, voilà, il faut qu'on a besoin de ces grands groupes et de cette complexité. Effectivement, je pense que quand on fait du hard, c'est un peu différent parce que la différence, elle se fait aussi au niveau du réseau de distribution. Et sachant que nous, notre expertise à nous, c'est le développement d'une technologie, c'est plus logique et plus intéressant de s'appuyer sur un réseau de distribution qui existe déjà, et surtout quand ils ont cette taille-là. D'autant plus que nous, l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, on apporte une brique technologique supplémentaire à des services qui existent déjà chez ces groupes-là. À savoir des services énergétiques, notamment autour de la lumière. Donc ça nous paraît être un positionnement qui n'est pas un positionnement par défaut, qui est juste un positionnement stratégique qui est hyper intéressant pour nous, parce que ça va pouvoir nous permettre de garder notre avance technologique et de continuer à développer la technologie, tout en profitant d'un réseau de distribution et en déléguant aussi une phase de commercialisation à très grande échelle, une phase pour nous, de l'exploitation et de la maintenance, qui serait très complexe à intégrer. Donc c'est pas forcément un choix par défaut, c'est un choix stratégique qui du coup s'inscrit bien dans ce système. Ouais, moi je rejoins ce que dit Arnaud et Sandra. En fait, c'est très simple. Finalement, moi je vois nos solutions, pour parler un peu des solutions en général, comme un avantage technologique qu'on va apporter à des gens qui sont déjà dans le milieu. Donc en fait, en gros, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la flexibilité des startups du monde de l'énergie permet d'apporter le manque de flexibilité à ces grands groupes qui, justement, pour pouvoir bouger vers des nouvelles générations, vers de nouveaux usages ou de nouvelles façons d'utiliser l'énergie, ont besoin d'avoir des idées innovantes. Et nous, en fait, on vient leur proposer ces idées innovantes. La difficulté, c'est qu'un grand groupe, il n'y en a pas 500. Donc c'est vrai qu'il faut aller pouvoir taper à la bonne porte et avoir le bon interlocuteur. Ça, c'est un vrai métier. C'est quelque chose que je pense que tous les trois, on a des grandes difficultés à avoir, mais on finit par y arriver. C'est vraiment la chose que nous, on découvre en tant que start-up. Mais moi, quand on me dit demain le vrai challenge, le vrai challenge, c'est taper chez la bonne personne dans un grand groupe qui va être intéressé par ce que je fais. Parce qu'une fois que ça rentre, en fait, finalement, on n'est pas en compétition avec ce groupe. On vient simplement amener une brique technologique qui va leur permettre d'étendre leur portefeuille de produits ou de venir renforcer leur portefeuille de produits déjà existants. Est-ce que vous réussissez tout de suite à avoir une certaine visibilité à l'international ou ça reste difficile? À notre niveau, en tout cas nous chez IC Labs, on ne passera à l'international que lorsqu'on aura justement les capacités de déjà développer en Europe.
c'est extrêmement consommateur d'argent, ne serait-ce que déjà pour aller parler à des grands groupes français et d'argent, c'est très chronophage en fait. Nous, quand on dit le temps c'est de l'argent, dans une start-up, lorsqu'on a 4-5 personnes en interne qui vont passer une journée à la défense pour aller parler à un grand groupe, c'est 25%, 15% de l'effectif qui est déjà parti. Donc pour nous, c'est vraiment de l'argent, c'est vraiment important de l'argent. Donc c'est surtout ce domaine-là que nous, on a de grosses difficultés. Après, après c'est mon niveau, mais je ne sais pas comment vous en sortez, mais voilà. D'un point de vue techno, on a déjà de la reconnaissance internationale. Ça fait 2 ans, par exemple, qu'on est invité à une conf aux US pour parler de techno de graph, etc. Par contre, d'un point de vue commercial, c'est vrai que nous, on se concentre déjà sur la France, qui a déjà pas mal de choses à faire, pas mal de business à aller chercher. Qu'accessoirement, les grands groupes français, on a la chance d'avoir dans le CAC 40 des groupes qui rayonnent à l'international. Donc c'est plus facile de partir à l'international au travers d'un client français, d'un Engie, ce genre de groupe. Alors maintenant, nous, on a une personne qui s'occupe de l'Europe proche. Et donc, qui était au Portugal la semaine dernière, la semaine d'avant qui était en Allemagne et en Espagne aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est des marchés qui sont un peu longs à défricher. On fait tous les trois partie de l'EIT InnoEnergy qui nous aide sur le côté Europe en fait. Mais voilà, il faut déjà être solide sur son marché. Toujours pareil, c'est-à-dire qu'on met en exécution en France, même si on est tous en train de penser à c'est quoi les barrières pour vendre en Europe, soit relativement peu, si ce n'est certains pays au niveau de la langue, etc. Et les barrières pour aller plus loin, ça s'anticipe en fait. Mais ça coûte beaucoup d'argent, donc il ne faut pas se disperser en fait. Non, mais c'est un peu le même principe. Je pense que de la visibilité sur la technologie internationale, on en a, mais effectivement, tout ce qui va être déploiement commercial, c'est important de rester focus sur déjà les meilleurs marchés. C'est pas forcément des meilleurs marchés ailleurs aussi. Nous, en l'occurrence, la France et l'Europe sont des très bons marchés, beaucoup mieux que les États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui on se concentre sur déjà le réseau qu'on a pu créer ici et en Europe pour ensuite pouvoir se déployer, mais effectivement c'est dans un second temps et c'est très chronophage. Dernière question. Alors il nous reste 2 minutes, donc très, très rapidement. D'accord, donc merci. Dernière question très rapide. Si on s'est projeté à 5 ans, chacun à son tour, dans 5 ans, si vous échouez ou si vous réussissez, ça aurait été quoi qui aura fait la différence à votre avis ? C'est quoi, qu'est-ce qui va vous faire échouer dans les années qui viennent, justement, pour mieux le combattre ? Sincèrement, l'implication des grands groupes industriels qui ont une volonté d'appliquer ce qu'ils disent ouvertement au grand public. La transition énergétique, c'est clairement maintenant. Il faut s'y mettre maintenant pour que dans 5 ans, on puisse sortir quelque chose. Si les grands groupes ne se mettent pas maintenant et qu'ils font des belles paroles pour que dans 5 ans, on propose quelque chose qui finalement sortira jamais, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, c'est maintenant pour dans 5 ans. D'accord. Je suis d'accord et je rajouterais, parce qu'on fait du soft, nous, on n'a jamais, il y a un proverbe qui dit on n'a jamais viré personne pour avoir acheté de l'IBM. Alors j'ai rien contre IBM, on travaille aussi avec eux, mais en fait il faut que nous, on arrive à montrer aux gens que ça vaut le coup de prendre le risque de bosser avec nous parce qu'on est vraiment meilleur que les autres. Et en fait, ce qui peut amener une start-up comme nous à l'échec, c'est si on n'a pas été capable de montrer que ça valait le coup de prendre le risque de bosser avec nous. Et vu les contrats qu'on a en ce moment, a priori, on arrive à être convaincant. Mais bon, on verra dans 5 ans. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Jean-Pascal.